Pour emporter France Bleu partout avec vous, pour réagir aux émissions, s'informer, se divertir, téléchargez la nouvelle application mobile France Bleu. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition d'On se dit tout. On va aborder ce soir un sujet difficile, souvent tabou, puisqu'on va parler des sectes. Selon un sondage Ipsos publié en 2010, mais on n'a pas de plus récent, 25% des personnes interrogées disent avoir été personnellement contactées par une secte et 42% perçoivent les sectes comme une menace pour leur entourage familial et amical. Alors on vous attend ce soir. Si vous ou un de vos proches a été en contact avec une secte, comment s'est faite l'approche, les changements que ça a impliqué dans votre vie tous les jours, les peurs, les inquiétudes, le manque de nouvelles, dans quel secteur également ça s'est passé. 0810 055 056, on se dit tout ce soir en compagnie de Catherine Picard, la présidente de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Bonsoir Catherine Picard. Bonsoir. C'est compliqué d'avoir des chiffres parce que évidemment on n'en parle pas beaucoup, on se cache aussi un peu. Oui, je pense qu'on a les chiffres qui sont les chiffres de la partie immergée de l'iceberg et que malheureusement il y a certainement beaucoup plus de dégâts qu'on ne pense. On arrive à savoir combien il y a de sectes en France ? Non, mais on a dépassé ce raisonnement sur le calcul. On estime à peu près à 600 mouvements lorsque l'on compare avec nos voisins belges, nos voisins espagnols. Mais à la limite, c'est assez peu important dans la mesure où on suit surtout l'évolution et l'adaptation des mouvements. Je parlais aussi des secteurs parce qu'on parle beaucoup de la santé, on parle de bien-être, on parle de spiritualité. De plus en plus, il faut faire attention, c'est ce secteur-là qui est le plus touché. Oui, aujourd'hui, la mission interministérielle et nous-mêmes, chacun avec des pistes différentes d'évaluation, nous comptons qu'à peu près 40% de nos témoignages ou 40% des suivis que l'on fait sont malheureusement centrés dans le domaine de la santé. Les sectes, c'est le sujet d'On se dit tout. Venez nous rejoindre sur France Bleu 0810 055 056. Vous avez connu ça pour vous ou pour un de vos proches. Eh bien, on vous attend jusqu'à minuit sur France Bleu. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Les sectes, c'est le sujet d'On se dit tout ce soir et on vous attend si vous avez connu ça, vous directement ou un membre de votre famille. Endoctrinement, manipulation, destruction physique, éloignement, escroquerie. À quoi ça ressemble exactement, comment on y rentre, parce qu'on est nombreux à se dire et à penser « oh ben non, moi ça risque pas de m'arriver » et pourtant ça arrive et c'est là que c'est intéressant pour essayer de comprendre. Et puis autre question, comment on s'en sort également. 0810 055 056, notre grand témoin ce soir, c'est Catherine Picard, présidente de l'UNADFI, une association de protection des victimes de sectes. On a des messages évidemment sur les réseaux sociaux, les gens sont peut-être plus enclins à écrire qu'à appeler. Annelise nous dit « toutes les sectes ne sont pas de grossières pompes à pognon. Certaines personnes vous aident de façon quasi bénévole, mais se rendent petit à petit indispensables et jouent sur la corde sensible de l'émotif, de l'affectif de manière perverse. Vous sollicitent aussi et se rendent dépendantes de vous en faisant un genre de chantage. Vous finissez par être submergé par plein de sentiments divers et vous terminez par tout accepter. Il faut une force surhumaine pour s'en sortir et un suivi médical aussi. On m'a volé 17 ans, mais on n'a pas volé mon âme ni ma joie de vivre. Et en fait, je dirais que c'est presque une bénédiction car je sais la valeur des choses aujourd'hui, de la vie, de ma liberté. Pour les observateurs, amis ou famille, je ne peux que conseiller la patience et un amour véritable, inconditionnel, car la convalescence est infiniment longue, compliquée, douloureuse, épisante. C'est un gros message d'Annelise qui n'a pas voulu appeler ce soir, qui nous écoute probablement. Je pense qu'Annelise pourrait venir faire l'émission. Elle a donné à peu près les 4 idées forces. Le fait qu'en effet, l'aspect financier, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas toujours le moteur premier et que le moteur premier, très très souvent, est de l'emprise, c'est-à-dire comment des êtres un peu pervers, voire beaucoup pervers, ont une intentionnalité de mettre autrui sous emprise et d'être attentatoire à leur dignité. Ensuite, en effet, le temps de passage dans un mouvement sectaire, le temps avant la réaction est très long, ce qui d'ailleurs est très très, j'allais dire, bloque un peu les procédures judiciaires quand elles doivent avoir lieu, parce que il est très difficile d'expliquer pourquoi pendant 10 ans, 12 ans, on a acquiescé et la méthode
les petits assentiments, comme l'on dit, ou les petites marches que l'on grimpe petit à petit en disant oui, puis encore oui, et qui font qu'on ne peut plus reculer et qu'on devient véritablement la chose de quelqu'un. D'où d'ailleurs dans le texte de la loi sur l'abus de faiblesse, on parle de mise en état de suggestion, c'est-à-dire on est rendu comme un sujet malléable. Et encore le quatrième point qui est soulevé par Anne-Lise est l'aspect coercitif. C'est-à-dire que plus on dit oui, plus on appartient à l'autre et plus l'autre a barre sur vous. On ne peut pas trop revenir en arrière. Quand vous commencez à hésiter, eh ben, il y a les menaces et tous les moyens de pression. Alors, les sectes, c'est vrai qu'on a une image qui est peut-être aussi un petit peu véhiculée par le cinéma, notamment. On a cette image de gourou, presque en costume, et les gens qui suivent comme ça. Il y a aussi d'autres formes de sectes. C'est pas toujours comme ça. Oui, on a l'image un peu classique de gens qui errent dans le brouillard en suivant un maître à penser, mais il faut pas penser que ça a disparu. Hein. Ça existe toujours. Nous avons de plus en plus de groupes d'une vingtaine de personnes autour d'un pseudo maître à penser, d'un pseudo thérapeute, d'un pseudo faux psychologue ou psychothérapeute. Cette image, le gourou en lui-même, qu'il soit habillé d'une certaine manière, comme on le caricature dans les films, ce qui n'est plus tout à fait, en effet, l'image actuelle. La personnalité du gourou est quand même un sujet d'étude très très intéressant et il reste identique. La plupart du temps, un grand pervers narcissique et quelqu'un qui a une intentionnalité véritablement, encore une fois, de casser l'autre et d'en faire un esclave. Vous parlez psychique ou physique. Vous parlez de psychothérapeute, ça veut dire qu'on peut à un moment donné être un peu moins bien dans sa vie, avoir besoin d'aide et se retrouver sans le savoir dans un mouvement sectaire? Oui, on peut se retrouver à un moment de sa vie à avoir un besoin particulier ou une demande particulière et malheureusement on peut aussi faire une mauvaise rencontre. Hein. Donc il ne faut pas penser que tous les psychothérapeutes sont déviants. Pour autant, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un texte pour essayer de réglementer cette profession, mais on l'a vu dans un procès récent à Albertville, le gourou était psychothérapeute et quand il a senti le danger approcher avec la loi qui se mettait en application, il est devenu psychanalyste et là il n'y a pas de réglementation. Donc je crois qu'il faut toujours être extrêmement prudent et essayer de voir si on a bien un protocole d'accord et de formation et de suivi à l'entrée. Dans les commentaires également reviennent souvent deux noms, l'Église de Scientologie, les Témoins de Jéhovah, c'est les plus connus. C'est ceux qui ont fait le plus parler d'eux et qui continuent à faire parler d'eux en France ou à l'étranger. En effet, il ne faut pas penser qu'ils sont absents du territoire et ils continuent leur œuvre bien tranquillement. 0810 055 056, on parle des sectes ce soir. Si vous voulez témoigner, mais que vous hésitez un petit peu, n'hésitez pas à nous appeler et à changer, pourquoi pas, de prénom, de ville. On peut le faire, bien sûr, c'est la radio. On est caché aussi et on peut parler librement et sans tabou. Et c'est important de pouvoir en parler pour que d'autres ne se fassent pas avoir ensuite. Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Vous avez croisé le chemin d'un gourou, bah oui, on l'appelle comme ça, d'une secte. Vous avez été séduit par un discours et puis vous êtes ensuite tombé dedans, changeant votre mode de vie, votre alimentation, étant coupé de votre famille. Vous avez vu peut-être aussi vos économies fondre à vue d'œil. Ce sont quelques-uns des signes qui peuvent faire penser à un embrigadement sectaire. Et c'est peut-être votre histoire. On en parle ce soir sur France Bleu au 0810 055 056 et en compagnie de notre grand témoin, Catherine Picard, présidente de l'UNADFI. On commence cette émission avec Laurette qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Laurette. Bonsoir. On va parler de votre frère. Votre frère est témoin de Jéhovah. Voilà. Vous voyez toujours votre frère? Non. Je l'ai pas vu depuis une quarantaine d'années. Ça a commencé comment cette histoire alors? Il a connu une témoin de Jéhovah. Il avait 19 ans. Et nous sommes de religion catholique, très pratiquants. Il était énormément amoureux. Alors elle l'a incité à partir
ils sont partis, on ne sait où. Et bon, on n'a pas eu de nouvelles pendant pas mal d'années, pas mal de dizaines d'années. Et puis à la mort de mes parents, j'ai dit au notaire, écoutez, moi je suis pas une voleuse, alors l'héritage doit être partagé entre mon frère et moi. Donc il a dit, on va faire des recherches. Ils ont fait des recherches, ils l'ont retrouvé. Donc ils lui ont envoyé les chèques, enfin l'héritage. Et bon, mes parents étaient morts depuis quelque temps. Il m'a recontacté. Alors il m'a dit que tu es toujours en enfer. J'ai dit désolée chérie, mais je comprends pas ce que tu veux me dire. Ouais. Tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah, c'est le diable, hein, c'est ça, Laurette? Mais vous avez pu avoir une discussion avec lui? Pas du tout, ça a été... Pardon? Vous n'avez pas pu avoir de vraies discussions avec lui? Ah non, c'était ça. Bon, après il m'a contacté à peu près pendant 2 ans, en me contactant presque tous les jours, en me disant de changer de religion, que j'étais dans l'erreur, que j'étais un suppôt de Satan, tant que je resterai dans la religion catholique. C'est dur ça, Catherine Picard, quand on perd son frère, parce que là c'est le cas, et c'est souvent le cas quand on est témoin de Jéhovah, on quitte la cellule familiale. Une des premières caractéristiques de tous les mouvements sectaires, c'est la rupture, et la première rupture est la rupture familiale, parce que dans le cas de ce monsieur, il ne peut pas supporter ni même entendre qu'il y ait une autre proposition, qu'elle soit de religion ou qu'elle soit de philosophie ou autre. Donc c'est véritablement ce qui est le plus difficile pour les familles, c'est de vouloir garder un lien parce qu'il y a quand même de l'affection, un passé, une histoire commune et qui est totalement déniée au motif d'une non-appartenance. Donc il n'y a aucun esprit ni de tolérance, ni d'ouverture, ni de respect de la liberté de conscience de chacun. Merci Laurette pour votre témoignage en Haute-Garonne. D'ailleurs, si vous avez rejoint à un moment donné les témoins de Jéhovah et que vous voulez nous en parler de l'intérieur et que nous expliquer comment ça se passe, vous êtes évidemment les bienvenus. Nous sommes avec Marcel en Bretagne. Bonsoir Marcel. Oui, bonsoir. On disait tout à l'heure que les deux plus connus, finalement, c'était les témoins de Jéhovah et la Scientologie. Vous avez rejoint l'église de Scientologie, justement. Ah oui, il y a moins d'une dizaine d'années, oui. Pour quelle raison, au départ? Au départ, j'avais lu simplement une annonce pour un livre qui me semblait intéressant sur la philosophie, enfin sur la façon d'un bien-être, et j'ai acheté le livre. Alors, j'ai reçu ce livre que j'ai lu avec un petit peu d'intérêt, et de là, j'ai été contacté par téléphone d'un membre de la Scientologie. Comment il avait votre numéro d'ailleurs, Marcel? Comment? Comment il avait eu votre numéro? Ou mon adresse, je sais pas, enfin bon. Il l'avait de toute façon, ou par courrier, peu importe, c'est vieux, parce qu'il y a 10 ans. Alors, je dis, ça semble plus ou moins intéressant. Et j'ai assisté à une première réunion, où c'était d'ailleurs un diplômé en médecine qui donnait cours sur une technique d'approche et la façon d'être empathique. Et ça, c'est la sauce où j'y suis retenu. Donc, notamment, on racontait que si quelqu'un se fâche sur vous, souriez-lui. Souriez-lui, souriez-lui, souriez-lui. Il donnait l'exemple de sa femme qui avait été agressée dans le métro, qui a souri à ses agresseurs, qui sont restés inhibés. Marcel, on va pas parler de la philosophie, mais moi j'aimerais savoir, vous y êtes allé, vous en êtes sorti, c'est terminé pour vous? J'y suis allé, et puis j'ai été invité à Paris dans leur centre principal, où ils ont une technique qui porte un nom, mais je ne me souviens plus, de la façon donc, quand vous êtes à 2 personnes et qu'une personne a quelque chose sur le cœur, c'est de l'interroger, il fait répéter 20 fois la même chose et qu'à la fin, quand quelque chose sort de son cœur, et il sourit. Marcel, vous aviez l'impression d'être dans une secte à ce moment-là précisément? Je savais que j'y étais. Mais bon, je joue le jeu, j'ai un bac+6, je dis attention, mais c'est rien, je vois, j'écoute.
Alors, j'ai tout compris quand il m'a montré un film, moi comme aussi athée et antéchrist, un film où Robart a réinventé une religion basée sur la religion catholique. Je dis, oh là là. Bon, je les ai écoutés, et puis ils m'ont montré l'acte de baptême, que malheureusement j'ai jeté depuis, mais qui est un acte absolument ultra secret, qui ne circule pas dans le public, et me proposant de le signer. Donc, je dis, bon, écoutez, je le regarde, et je reviendrai à une de vos séances. Et j'ai donc retenu 2 choses positives, cette histoire de truc pour susciter l'empathie par le sourire, et le truc aussi pour, mais ça porte des noms là-bas, pour comment interroger une personne, pour lui faire dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Mais ça, vous nous l'avez déjà dit, Marcel, juste avant. On n'a pas très bien compris, finalement, avec votre témoignage, comment ça fonctionne, la scientologie. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quand même que Marcel a été contacté à un moment donné. Comment fonctionne la scientologie pour recruter ses adeptes ? Par des propositions sur de flyers ou de livres sur le bien-être, un peu en fonction de l'actualité et des lieux où il se situe. Et en effet, il y a une première proposition qui correspond encore une fois à des attentes bien précises. Et puis après, on va dans un centre, dans la ville où on est. Et là, il y a, j'allais dire, des réponses à des questionnaires qui vous font un peu déballer votre vie, vos sentiments, votre affect. Et si ça va pas très bien, c'est mieux pour eux, c'est ça ? Et comme par hasard, ça ne va jamais très bien. Et ça va même très mal. Donc après, on rentre dans une phase de proposition avec une accélération des demandes, du temps de présence, du temps d'étude. Et il faut gravir des échelons. Et quand on dépasse ça, on est rétrogradé, ce qui provoque d'ailleurs véritablement des chocs très très affectifs chez les gens. En quoi c'est dangereux ? Parce que finalement, Marcel nous disait, il nous parlait du sourire, oui, du bien-être. On ne sait pas du tout combien de temps Marcel y est resté. S'il a franchi la porte, qu'il a rempli un questionnaire et qu'il est reparti chez lui, c'est pas une expérience très concluante. Il y a aussi, bien heureusement, des gens sensés qui regardent, qui s'informent et qui ne poursuivent pas le parcours. Là où ça devient plus problématique, c'est quand les gens s'inscrivent dans la durée parce que l'étau se resserre et encore une fois, ils se sentent totalement pris et ne peuvent plus reculer jusqu'à des tentatives de suicide, jusqu'à des pertes colossales d'argent, jusqu'à des pertes d'autonomie. Voilà. Merci Marcel de nous avoir rappelé. Ce soir, on parle des sectes sur France Bleu. Nous serons dans quelques instants avec Magali dans le sud-ouest. Son fils a été embrigadé dans une secte. Elle nous en parlera dans un instant. Nos parcours de vie, on les partage tous les soirs sur France Bleu jusqu'à minuit. On se dit tout. Et on se dit tout sur les sectes ce soir sur France Bleu, même si généralement on ne dit rien, tout cela est très secret. Et puis quand on en sort, on n'a pas forcément envie d'en parler parce qu'on a un petit peu honte de s'être fait avoir. Ce soir, on se dit tout parce qu'il faut en parler pour que d'autres ne tombent pas dans le panneau, parce qu'il y a peut-être un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui est encore sous l'emprise d'une secte, et parce qu'il faut informer surtout. 0810 055 056, venez en discuter avec nous sans tabou si vous avez été approché par une secte ou si c'est l'histoire d'un de vos proches. C'est Catherine Picard de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de secte, qui est notre grand témoin. Et nous partons dans le sud-ouest rejoindre Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir. Votre fils a été embrigadé dans une secte un peu particulière. Enfin, c'est toujours particulier une secte, mais celle-ci, je la vois sur ma fiche, c'est une secte d'extraterrestres. Oui. C'est-à-dire que nous étions tous conditionnés, sous surveillance. Tous les appareils téléphoniques étaient sous surveillance de ces gens-là, enfin, soi-disant. Et tout ce qui était portable, tout ce qui était ordinateur, enfin tout ce qui était informatique, tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, on était toujours sous surveillance. Comment vous avez remarqué finalement qu'il y avait eu des changements dans le comportement de votre fils ? À quel moment vous êtes dit c'est une secte ? C'est pas moi directement, parce que nous travaillions beaucoup avec mon mari.
Je trouvais bizarre son comportement, c'est sûr. Et c'est sa petite amie qui a fini par m'alerter. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à ce moment-là? Elle m'a dit, il se passe des choses bizarres dans le groupe. Ah bon, je lui ai dit, parce que il avait été embrigadé dans un groupe de vendeurs, comment dirais-je, vous savez, les gens qui vendent de maison en maison, quoi. Et elle m'a dit elle m'a dit que Stéphane devenait comme un zombie, quoi. Et alors, moi, j'ai fait des regroupements et tout ça, et puis il y avait plus aucun lien avec lui. Il était déconnecté de la réalité. Mais comment vous savez que c'est une secte? C'est ça aussi qui m'intéresse, Magali. Moi, j'ai pensé à ça parce que le coup des extraterrestres, moi je lui disais bon d'accord, ça peut exister, mais et non, il démontait tous les appareils, il a tout démonté chez nous, hein. Et nous faisions dormir à la fin, avant que je prenne l'autoroute par les cornes, si je puis dire. Nous faisions dormir la petite dans notre chambre, on avait peur. Là, effectivement, c'est assez troublant ce que vous dites, Magali. C'est un peu flou aussi. Des sectes d'extraterrestres. Catherine Picard, ça existe? Enfin, ça vous a pas surpris quand vous avez vu ça sur la Non, fiche? parce que on connaît, par exemple, les Raéliens qui font référence dans une espèce de doctrine construite, fabriquée à des extraterrestres. Là, je pense qu'il y a peut-être. Je ne vois pas à quoi il est fait référence. Hein, c'est difficile. Je pense que peut-être. Il y a une référence à un groupe. On a vu dans le Sud-Ouest au moment de l'apocalypse annoncé en 2012, on a vu des groupes très très bizarres, très particuliers faire appel à j'allais dire à des soucoupes volantes qui allaient arriver, à des apparitions, etc. Donc il se peut que ce jeune homme ait été approché, mais je vois pas à quoi il est fait référence. Ça peut exister, mais là, c'est un peu flou. Merci Magali de nous avoir appelés. On part tout de suite en Bourgogne chez Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous avez été en contact avec une secte qui s'appelle? En contact avec une secte. Alors c'est toute la subtilité de la chose parce que je pourrais autant dire que j'ai vécu quelque chose qui pour moi a affaire vraiment à la secte, comme à d'autres moments où on peut se dire mais non finalement, ce sont des gens bien. On y trouve des gens bien. Il s'y trouve des choses intéressantes. Et puis, mais c'est sans cesse mélangé à des aspects que moi j'ai toujours fini par trouver très sectaires. Donc, j'ai passé une période dans l'Allier, mais on en retrouve parce que ça s'est beaucoup développé depuis en gros, la fin du 19e, hein, parce que ces choses-là, je suis en train de parler de l'anthroposophie et d'un monsieur qui s'appelle Rudolf Steiner. On pourrait aussi parler, héritier de tout un tas de choses, d'un courant de pensée. Comment vous êtes arrivé dans ce courant de pensée, Christophe? Excusez-moi, d'une pensée allemande qui s'est bâtie sur des siècles, d'un certain occultisme germanique, enfin bref. Et ce monsieur Steiner a fini, qui était dans la théologie, mais sérieusement, dans des ministères fin du 19e, a fini par trouver, pour tout un tas de raisons très subtiles, que le Christ n'avait pas sa place. Alors là, les raisons sont innombrables aussi et les plus incroyables. Donc il a fini par fonder ce qui s'appelle l'anthroposophie. Et il a démarré en plus avec une usine à l'époque qui s'appelait Waldorf Astoria, qui l'a pour ainsi dire aidé à développer ce qu'il avait mis au point. Christophe, on n'est pas là pour faire l'histoire des mouvements spirituels et sectaires. On est là pour comprendre comment vous y êtes arrivé, comment vous êtes entré dans ce mouvement-là. Alors moi j'y suis arrivé parce que je rentrais en France et puis j'avais des attaches dans la région, donc c'est comme sur d'autres, ça s'est développé comme je vous le disais dans d'autres lieux en France. Il y a Avignon, Colmar, autour de Paris, mais surtout le point nerveux la Suisse, en Allemagne, ça se développe aux États-Unis beaucoup. Enfin bref, même au Pérou je l'ai appris il y a pas si longtemps. Donc c'est quoi, c'est de la curiosité pour vous, c'était ça au départ? Ah non, c'était pas de la curiosité, c'était bien plus que ça, c'est-à-dire qu'à un moment, je vous assure que
je venais de vivre des choses particulières aussi, mais je suis entré dans un tel contact avec ça et ces gens qui sont dans l'anthroposophie que j'ai fini par me dire mais il faut vite que je me tire de cette région, quoi. Parce que ça a des répercussions sur la vie de la région, une certaine coupure entre les gens qui ont leur rituel, leur définition, parce que tout repose là-dessus, hein, de ce que c'est que le céleste, Dieu, et comment on va vous révéler ça. D'ailleurs, Steiner le dit dans ses innombrables bouquins que moi je trouve difficilement lisibles, dans ses innombrables bouquins et conférences, il ose le dire quand même, hein. Nous, anthroposophes, nous sommes des pionniers en mission et le monde n'est pas prêt d'entendre nos révélations. Donc, n'en parlons pas. C'est vrai que souvent, il y a quelqu'un toujours qui écrit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'écrits quand on parle de mouvements sectaires. Concernant, Christophe parle très très bien de l'anthroposophie, qu'il a appris certainement à bien déchiffrer, mais historiquement et même sur les contenus, en effet, là, il y a véritablement un maître à penser qui n'est pas quand même quelqu'un de très reluisant, parce que il s'est quand même un peu aussi inspiré de théories extrêmement qui présidaient à la théorie sur les races, etc. Donc on voit bien, en effet, la référence à l'occultisme allemand, etc. est très présente. Il y a toujours, dans les sectes plus anciennes, telles que celle-ci, un maître à penser qui est le créateur d'une forme de philosophie qui, une fois décortiquée, ne repose sur rien du tout. Et véritablement, là, sur l'anthroposophie, on a un fond qui est antidémocratique, qui est anti-républicain, qui est extrêmement élitiste, théocratique, élitiste, et qui est idéologiquement très connoté. Merci Christophe d'être venu témoigner ce soir sur l'anthroposophie. On parle des sectes, des mouvements sectaires, de comment on y arrive. Alors là, avec Christophe, on n'est pas vraiment rentré et c'est compliqué d'expliquer comment on tombe dedans, entre guillemets. On va essayer de le faire avec vous sur les prochains témoignages. Si vous avez été en contact de près ou de loin avec une secte, venez nous raconter vraiment le cheminement. Comment ça a commencé pour vous? Comment vous vous êtes dit à un moment, il se passe peut-être quelque chose de bizarre, et comment vous en êtes sorti, surtout 0810 055 056. 21h minuit, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Rupture avec le milieu familial, abus financiers, enfants non scolarisés, mauvais traitements, abus sexuels. Voilà quelques-uns des dangers. Là, je tape le plus haut et effectivement, c'est pour bien appuyer dessus, des dangers que représentent les sectes, et on se dit tout ce soir sur ce sujet. Si vous ou un membre de votre famille a été au contact d'une secte, d'un mouvement de pensée déviant, venez nous raconter votre parcours au 0810 055 056. On se dit tout avec Catherine Picard, la présidente de l'UNADFI, et on va accueillir tout de suite Michel en Gironde. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vos 3 enfants sont dans des sectes différentes? Oui, tout à fait. Vous pouvez les nommer? Vous savez dans lesquels? Ah oui, bien sûr. Les témoins du Jéhovah, la secte de la Moon, les adorateurs de la Lune, et le Christ de Montfavet. Comment ça a commencé, Michel? Ça a commencé très tôt, très jeune. Je ne savais pas pourquoi. Et j'allais payer les écoles et on me dit mais qu'est-ce que vous venez faire? Payer les écoles de mes enfants? J'ai pas vu de moi. Voilà comment ça a commencé. Et puis en grandissant, ça s'est amplifié. Les uns avaient les autres, les frères avaient les sœurs, l'entraînement. Et puis quand j'ai vu ça, moi, c'était au moment de passer le bac, on n'était toujours pas là. Ils allaient aux Beaux-Arts, au conservatoire, enfin, c'était des enfants qui avaient tout ce qu'il fallait. Et moi, j'étais vraiment très ennuyée pour le bac. J'allais à la police. On m'a dit, vous savez, bientôt elle a 18 ans, on pourra rien faire. Enfin, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et dû, jusqu'au barrage des aéroports. Et à ce moment-là, il y a eu la fac. Et la fac, ils étaient en contact avec des Ivoiriens. Et j'ai surpris des lettres, ça c'était pour la Moon, où il disait un corps va bientôt arriver, porteur d'un violon.
à ce moment-là, j'ai compris que c'était une de mes plus jeunes enfants qui n'avait que 10 ans, et j'ai réagi avec mon père. Et bon, là, on a réussi à endiguer, et actuellement, bon, elle est décédée d'un cancer, sans avoir pénétré là, mais on l'a sauvée de justesse. Quant aux autres, ils y sont encore. Et moi, je suis invalide à 100%. J'ai élevé les enfants, les petits-enfants. J'étais une bonne maman, je pense. Après, je n'ai pas pu appeler la police. J'étais complètement endiguée. Ça, c'est une vraie bonne question. Et j'aimerais la poser à Catherine Picard. Est-ce qu'on peut prévenir la police? Est-ce qu'on a le droit finalement de dire mes enfants, mon mari, mon père est dans une secte, faites quelque chose? Ou est-ce que finalement la police n'a pas grand-chose à voir avec tout ça? On peut quand même aujourd'hui avertir les autorités dans la mesure où il y a énormément de formations qui ont été mises en place pour sensibiliser, mais ça reste toujours un sujet très fragile concernant les personnes majeures qui ont des droits à choisir les orientations qu'ils veulent. Nous, on travaille et on se base sur des témoignages lorsqu'il y a des délits, mais aujourd'hui, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'adopter un mode de vie, même si celui-ci est un mode de vie de dérive sectaire. Donc c'est véritablement très très difficile pour les familles de pouvoir prévenir, sauf s'il y a une disparition. Et alors, je parle pas des mineurs, parce que les mineurs ont droit à un soin et en particulier une protection spéciale. Mais pour les personnes majeures, il est très très difficile d'attirer l'attention des pouvoirs publics encore aujourd'hui. En revanche, la justice fait son travail quand il le faut, et vous êtes souvent partie civile dans les procès? Oui, nous sommes partie civile lorsque nous pouvons aider et accompagner des victimes à mener à bien leur demande de réparation auprès de la justice. Nous, l'UNADFI, bien entendu, a la capacité à se porter partie civile pour justement être présente, expliquer ce qu'est l'abus frauduleux de l'état de faiblesse, ce qu'est l'emprise sectaire, et contribuer à aider au mieux la justice dans sa tâche. Les sectes, c'est le sujet d'On se dit tout, et on continue d'en parler ce soir sur France Bleu au 0810